Bonjour, Simon Lavergne pour En Zone Neutre, podcast saison 2, épisode 4 avec mon invité d'aujourd'hui, Steve E. Fortin. Salut Steve, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je prends juste 2 petites secondes pour remercier Saint-Louis Rénov, qui est le commanditaire ou le présentateur de l'épisode d'aujourd'hui. On peut les rejoindre au 819-923-1605, tout besoin en construction, bien sûr, rénovation résidentielle, spécialité dans les salles de bain, hein, les projets qu'on ne veut pas faire, ben, eux autres, ils les font pour nous autres. Rénovation Saint-Louis, 819-923-1605. Je suis avec Steven Fortin. On va tout de suite mettre ça, on va tout de suite clarifier ça, je dirais. Le E, hein? Le E, c'est pourquoi? Écoute, quand j'ai lancé mon premier blog, parce que ça a commencé comme ça pour moi, tu sais, j'ai fait des études qui m'avaient amené vers les médias, mais quand on a commencé les blogs, moi, le mien, c'est en 2005-2006, c'était tout nouveau. Puis j'essayais de prendre mon nom sur WordPress, puis il y avait un autre Steve Fortin. Fait que là, j'étais comme pogné avec ça. Puis j'ai rajouté c'est Steve Eric parce que mon deuxième nom c'est Eric. Fait que j'ai mis le E pour réserver mon nom sur WordPress. Puis j'ai toujours fonctionné avec ça après parce que ça me différenciait d'un autre Steve Fortin qui à l'époque était à McGill et qui lui est un prof d'université. Je pense que c'était dans le domaine de la chimie ou quelque chose comme ça. Mais il publiait beaucoup il y a longtemps sur WordPress. Puis à un moment donné il est comme disparu de la map. Mais j'ai gardé le E parce que justement j'ai réservé ce nom-là puis ça m'a suivi après tout simplement. Fait que c'est pas un désir de vouloir faire partie d'RBO là, avec Guillaume Page et Yves Pépeltier, non? Non, pas en tout. Puis tu sais, maintenant, ça fait un peu ça fait un peu pompeux des fois. Tu sais, je fais de la radio avec Cube Radio, puis LCN, la gang de Québécois, en fait. Puis le E est resté. Tu sais, des fois, j'ai le goût de le faire tomber, mais c'est comme ça m'avait suivi. Puis mon blog, quand j'ai fondé mon blog personnel aussi, avec le Point Québec, ben le E était là aussi. Fait que Steve Fortin n'était pas disponible là non plus. Fait que je l'ai gardé. Ben, that's it, ça fait maintenant partie de ta personnalité, c'est cool. Ouais. Steve, je te parle aujourd'hui parce que moi, je trouve ça bien intéressant de voir les cheminements des gens et bon, t'es résident de Papineauville, si je ne me trompe pas, c'est-tu? Oui, tout à fait. On s'est installé, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la Petite Nation, là, on and off. Je suis arrivé dans la Petite Nation par l'entremise d'un de mes bons chums de Ripon, Michel Pilon. Il travaillait à Défriche à l'époque, puis il m'a introduit en fait à la ferme de la Défriche à Ripon, là, Diane Adam, puis Diane Meunier puis Yves Adam. C'est des amis à moi, puis c'est par là que je suis arrivé au départ, puis à un moment donné, il y a une vingtaine de 16-17 ans, là, je me suis installé à Papineauville, puis on est ici, on a eu nos enfants ici, puis fièrement là, de Papineauville. Donc, c'est ça, je disais que j'aime ça sur le podcast, recevoir des gens qui sont soit résidents ou, par exemple, qui sont natifs d'ici, puis là, qui sont allés faire leur chemin quelque part ailleurs, qui sont revenus. D'ailleurs, Mountain Daisies étaient mes premiers invités de la saison 2. Beau cheminement, beau parcours, tout ça. Et ton parcours, je dois avouer, m'a toujours fasciné. On a commencé à écrire en même temps, si on veut, dans le journal Les Deux Vallées. Moi, j'ai cessé depuis. Mais toi, t'es toujours là avec ta plume dans le journal Les Deux Vallées. Et je me suis rendu compte que j'en connaissais pas tant que ça sur toi, mais que je te voyais un petit peu partout sur toutes les plateformes, avec tes opinions, bien sûr, et tout. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, j'aimerais ça le faire connaître, ce gars-là, à ma gang sur le podcast. Ça vient d'où, ça, par exemple, cette envie de partager ton opinion? Tu l'as dit, ça commence avec un blog, mais à l'époque, un blog, je veux dire, c'est pas tout le monde qui se partait ça. Il fallait avoir quand même quelque chose à dire. Le plus incroyable là-dedans, c'est que quand j'ai commencé le blog sur WordPress, il n'y en avait pas tant que ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un de Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, qui avait commencé à me parler d'une possible collaboration parce qu'il lisait mes trucs. Quand Twitter a commencé, là, il y a une douzaine, moi ça fait 12 ou 13 ans là, que je suis sur ce réseau-là, il y a une belle nébuleuse qui s'est formée de gens qui faisaient de l'opinion ou des gens dans le monde des médias puis tout ça. Et avec les réseaux sociaux, ben ça a été pour moi une façon de faire connaître mes textes parce que mes textes, oui, parlaient d'opinion, mais pas que ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup aussi dans le domaine artistique, dans le domaine de la poésie. Quand j'étais à l'Université d'Ottawa, ma maîtrise, je l'ai faite en gros sur un poète qui est assez connu, un poète montréalais de la contre-culture, Denis Vanier. J'ai beaucoup travaillé sur lui
j'ai beaucoup écrit sur lui. Mais de fil en aiguille, quand j'ai commencé à écrire un petit peu plus sur la politique, ben j'ai occupé des créneaux qui étaient qui étaient peut-être un petit peu moins fréquentés. Et ça m'a ouvert des portes. Je pense à Jeff Dira, là, du Huffington Post, qui à un moment donné m'avait offert de lier mon blog avec le Huffington Post. Puis quand ça, c'était fort au Québec, là, 2013, 2011, 2012, 2013, ben écoute, à un moment donné, j'avais 500, 600 000 hits par mois sur mon blog, là. Fait que c'est quand même, c'était immense, mais avec la collaboration du Huffington Post, puis ça m'a permis donc de chez moi, dans mes temps libres, de pouvoir publier à ma guise sans aucune contrainte éditoriale. Puis je le faisais toujours, bien entendu, là, dans le respect des normes que j'ai appris à l'université et pour ce métier-là. Mais tu sais, c'est comme ça qu'à un moment donné, ben je me suis fait un nom, puis il y a des gens qui m'ont donné des opportunités. Et Claude Villeneuve, ensuite, au Journal de Montréal, qui m'avait dit, ben garde, on aime ce que tu fais, on aimerait ça que tu te joignes à nous. Puis, ben OK, je vais contribuer. C'est pas mon emploi du temps, c'est pas un job pour moi à temps plein, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est pour moi une manière de contribuer au débat public. Puis là, ben tu vois, là, depuis quelque temps, je suis plutôt dans le domaine culturel avec Sophie Durocher. Puis j'adore ça. On fait un hit à la radio, tu sais, puis ça me permet de parler de toutes sortes de trucs qui m'intéressent, et notamment cette saison-ci, ben j'ai pu parler justement des Mountain Daisies, oui, on a parlé d'eux, mais j'ai parlé aussi du Diable à 5 souvent, la gang La Tuque Bleue, où, tu sais, là, j'ai mon chandail du Festival Théâtre de Ripon. Ben, j'ai beaucoup fait la promotion de ce festival-là dans le Québec, au-delà du Québec et par les tribunes que j'avais. Est-ce que c'est du journalisme que tu voulais faire, tu sais, quand tu étais aux études, tout ça? Est-ce que c'est vers là que tu te dirigeais? Ben, écoute, je voulais rester dans le domaine des communications en général. Puis le journalisme, il y a beaucoup de chemins qui mènent à ça ou qui mènent, mais tu sais, c'était pas commencer à partir puis m'en aller puis couvrir des trucs. Ça, c'était un petit peu plus difficile. En 2014, pour le référendum en Écosse, je suis allé là, j'ai fait ça. Mais c'est pas ma tasse de thé. Et puis c'est pas ça que c'est pas de ça dont j'avais le goût. Puis surtout pour moi, le plus important, c'est d'être capable de garder ça comme une espèce c'est un sideline pour moi, tu sais. C'est quelque chose que j'aime faire dans mes temps libres, mais je veux pas que ce soit mon emploi principal du temps. Puis je veux certainement pas commencer à m'embarquer dans une game où il faudrait que je sois, par exemple, à l'Assemblée nationale à tous les jours à couvrir ça. Puis, tu sais, il y a des gens en ce moment au Québec qui font ça, qui sont formés là-dedans, puis qui le font beaucoup mieux que moi. Et, tu sais, j'ai passé par la cité collégiale à un moment donné à Ottawa où j'ai enseigné le français à des étudiants en journalisme. Puis, j'ai vu leur parcours, j'ai vu le parcours aussi, par exemple, à l'université de gens qui sont devenus journalistes. Puis, c'est un métier en soi. Puis, ce métier-là, je le laisse, le journalisme de fait, je le laisse pour les gens qui font ça. Mais quand Yann Proulx, il me propose une tribune, puis il dit, ben on va parler de trucs qui se passent ici dans notre région, ben pour moi, ça c'est le genre de choses qui m'intéressent. Puis ça m'a donné l'occasion, depuis 2 ans à peu près, là, de rencontrer plein de gens, puis de dire, ben voici ce qui se passe chez nous, voici des dossiers qui sont importants. Puis, tu sais, ça, c'est capital pour moi. Exemple, à un moment donné, la gang de Lac-des-Plages, personne parlait de ça il y a 2 ans, c'était un des premiers textes dans les Deux-Vallées, quand les gens commençaient à dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, il y a des hélicoptères qui passent au-dessus de nos têtes, à Ripon, c'était pareil. Puis là, ben il y a des comités qui se sont formés, puis les gens, à un moment donné, là-bas, je pense à Éric Larose, par exemple, qui est au Lac-des-Plages, le cinéaste, puis il dit, écoute, viens faire un tour chez nous, il va y avoir une rencontre à l'hôtel de ville, c'est des citoyens qui ont peur que leur terre soit claimée. Ben là, pendant la campagne électorale, celle qui vient de passer, les claims, là c'était rendu une grosse affaire. Mais il y a 7 ans de ça, il y avait du monde qui parlait de ça à Lac-des-Plages, puis qui disait, on est en train de se faire claimer nos terres, tu sais, puis parce que ça a l'air qu'il y aurait ce qu'il faut pour être capable de faire des batteries de chars électriques, mais je veux dire, il y a des lacs, il y a des gens qui sont là, puis c'est des terres, puis c'est des terres riches, mais ça veut pas nécessairement dire que riche, c'est tout le temps dans l'argent, puis dans le trou qu'on va faire avec, tu sais, fait que c'est important pour ça, ça j'aime ça. Ouais, puis c'est d'ailleurs au goût du jour, parce qu'on voit les pancartes partout pour la lumière. Ah oui. Tu dis que c'est pas ton emploi à temps plein, tout ça. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais à ta job de jour?
Ben écoute, je suis dans le domaine des communications. J'ai des clients un petit peu partout. Je fais dans la communication institutionnelle, par exemple, ou tu sais, j'ai fait beaucoup de traductions aussi. Puis c'est ça, c'est ce que je fais pour vivre. Puis tu sais, sinon, ben en dehors de ça, j'ai organisé mon temps aussi tout le temps pour être capable d'être le plus possible à la maison. C'est une valeur que j'ai découvert puis que tout le monde a découvert pendant la pandémie. Mais je trouvais on mettait beaucoup de temps, par exemple, dans le travail, puis par exemple dans le commute, comme on dit, là, tu sais, se rendre et tout ça. Puis c'est ça. Moi j'ai organisé, il me semble, là, mes affaires, mon temps pour être capable d'être le plus possible chez nous, puis de travailler de la maison, puis d'être là pour mes enfants quand ils partent, quand ils reviennent de l'école. C'est des valeurs, ça, qui me sont bien importantes. Ben, on partage ça, Oui. ça. Petite question comme ça, qui pique ma curiosité, mais vu que tu es, sur plusieurs plateformes, tu as parlé de Cube Radio, mais aussi à l'écriture dans les médias plus traditionnels comme le Journal de Montréal, tout ça. Qu'est-ce qui te fait triper le plus? Est-ce que c'est pouvoir t'exprimer de vive voix ou c'est à l'écrit? J'écris plus dans le journal depuis 2019-2020. J'ai gardé un petit gig à radio parce que ça, j'aime ça. La radio, c'est quelque chose c'est un média que j'ai toujours aimé. Il y a longtemps, j'ai eu une tribune à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, une fois ou deux par semaine, j'allais là-bas, puis au 97, je parlais de la petite nation. C'était tout naturel pour moi après ça, parce que à cette époque-là, il fallait faire ça absolument en studio, puis tu sais, je trouvais ça raide de partir d'ici, puis d'aller là-bas, faire 8 minutes de radio, puis revenir chez nous, je trouvais ça ordinaire. Puis, fait qu'à un moment donné, ben ça cadrait plus partout dans mon horaire. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Mais, tu sais, c'est une belle transition vers le journal. C'est arrivé à peu près en même temps que Deux Vallées. J'ai chevauché un petit peu les deux, là, mais tu sais, ça, c'était parfait. Mais en gros, j'aime faire de la radio. Ça, c'est un média que j'aime beaucoup. Et si j'avais à choisir entre les deux, je pense que je ferais plutôt de la radio que de l'écrit. Un podcast en plein, c'est quelque chose qui a déjà effleuré ton esprit? On me l'a proposé, puis il y a une super belle équipe à Cube Radio. Ouais. J'ai parlé de ça, j'ai des idées des fois. C'est pas exclu, j'aimerais ça faire ça à un moment donné, mais je le ferais plutôt dans le mode de série. C'est-à-dire une idée qu'on exploite en, tu sais, mettons, 7, 8, 10 émissions, quelque chose comme ça. Puis tu sais, ce matin, c'est drôle parce que j'écoutais l'entrevue de Martin Matt au 98.5, puis il parlait justement de son talk show qu'il va avoir. Puis dans son talk show, tu sais, il aurait pu faire un talk show à l'américaine puis dire on le fait 5 fois par semaine, tout ça, mais il a privilégié contrôler le nombre d'émissions, on le fait en 10 émissions, puis ça va être ça, puis il va proposer ça. Tu sais, faire de la radio à tous les jours, c'est toute une aventure de monter un show à tous les jours, puis je connais ça. Je sais ce que c'est, puis non. Mais un podcast, c'est le fun parce que c'est un peu comme un blog. Quand tu as du temps à consacrer là-dessus, tu peux dire, ben, on va faire 10 émissions, puis tu le prépares, mais tu as tes 10 émissions planifiées, puis avec des thèmes bien précis. Puis j'aimerais beaucoup, à un moment donné, c'est peut-être mon idée principale, là. Il y a des secteurs de la culture dont on ne fait pas assez la promotion. Puis surtout dans Petite Nation, on connaît ça, et notamment la musique traditionnelle. Puis moi, j'aimerais beaucoup faire connaître aux gens par le biais d'un podcast. Puis c'est peut-être quelque chose que je vais proposer à Cube à un moment donné, de faire connaître des gens à la population en général qui sont dans le domaine de la musique traditionnelle puis qui rayonnent à l'international. Tu sais, l'équipe de Ripon, là, les jumeaux, puis toute la gang du Dion-Bassin qui sont partout. On entend un peu parler, mais je veux dire, c'est quand même incroyable que des jeunes de Ripon puis du bout, ils sont là, puis ils s'en vont un peu partout dans le monde. Puis que, tu sais, oui, ils ont eu un beau rayonnement avec le Festival Trad, mais il faudrait qu'on leur accorde l'importance ici. Tu sais, nul n'est prophète en son pays, ben il faudrait qu'il y ait la même importance ici, qui vont à un moment donné, là, moi je pense que dans le futur, là, ils vont devenir des acteurs importants de cette scène-là. Puis il y en a des plus vieux dont on parle pas assez aussi, qu'on devrait mettre au devant des gens. Je pense à un gars comme André Marchand ou tout le monde connaît Bébert, mais de la bottine souriante. Mais André Marchand, c'est un guitariste traditionnel qui a fait à peu près tous les groupes qu'on connaît, puis il n'a pas la reconnaissance qu'il faut, puis j'aimerais ça un jour être capable de lui offrir une plateforme pour qu'on le connaisse, qu'on le fasse entendre plus.
Ben, définitivement. Le Diable 5 qui était au Portugal à un festival de musique complètement fou et qui représentait la musique traditionnelle canadienne dans son ensemble. Donc, c'est La assez semaine prochaine, impressionnant. la semaine prochaine, Alex Martel avec son band, Alex Martel de Montebello, il va jouer dans un des plus gros festivals de musique heavy metal au monde, au Mexique. Puis, je veux dire, il s'envole, là, il passe ses jours ci. Puis, je veux dire, c'est ça. Il y a du monde comme ça de chez nous. Il faisait des tournées avec Korn et avec Marilyn Manson, puis il n'y a personne ici qui savait ça. Fait qu'il faut les faire connaître, tu sais. Oui, définitivement. Parlant de faire connaître, je pense que tu es un ambassadeur assez important du vélo de montagne et du parc des Montagnes Noires à Ripon. Je peux te voir assez fréquemment sur tes plateformes faire la promotion de ces superbes pistes qu'on a ici aux Montagnes Noires. Cette passion-là, elle vient d'où pour le vélo de montagne? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Écoute, ça fait longtemps. Tu sais, il y a plusieurs années de ça, dans le parc de la Gatineau, quand j'habitais encore Gatineau, c'est un de mes bons chums qui habite Ripon maintenant, Philippe Leblanc, vieux Phil qui m'avait converti au vélo de montagne dans la fin des années 80, début des années 90. Puis à cette époque-là, quand tu allais dans le parc de la Gatineau, tu allais te stationner au lac Meach, puis tu partais d'un piste de marche, t'étais pas le bienvenu. C'est tout juste si on ne lançait pas des roches, tu sais. Puis j'ai vu ça évoluer à Gatineau. Puis quand je suis arrivé à Ripon, les premières fois que j'ai monté le chemin du Mont-Grand-Pic pour aller au Belvédère, je me suis dit, mais c'est vraiment formidable, c'est formidable cette montagne-là. Puis il y avait des locaux du coin, tu sais, qui eux autres aussi, ils ridaient dans ce coin-là. Puis il y a une belle, je sais pas, il y a une belle complicité qui s'est formée, tu sais. Puis je pense par exemple à Julien Ouellette, l'ébéniste, tu sais, à Ripon. Ils roulaient déjà dans ce coin-là, eux autres, puis ils connaissaient la montagne. Fait que, ben c'est ça. Il y a une quinzaine d'années, on a commencé à faire des sentiers. La municipalité nous avait permis de commencer à développer des petits sentiers puis tout ça. Puis de fil en aiguille, ben on s'est formé, on a fait un petit réseau là qui était intéressant. La dernière année, puis ça c'est une anecdote qui vaut la peine. La dernière année qu'il y avait eu ici le tour du lac Simon BMR, il avait décidé de faire une section uniquement pour le vélo de montagne. Aux Montagnes Noires. L'année d'avant, il avait fait un parcours qui était assez intéressant. On partait de Namur, puis on aboutit à Chénéville par des pistes de 4 roues. Ça avait été épique, il avait mouillé. J'ai rarement vu, j'ai porté mon bicycle sur mes épaules des bouts tellement qu'il y avait de la boîte, la terre noire, ça avait été épique. Fait que là, on prend toute notre gang à Ripon, puis tout ça, tu sais, les Laurence Nadeau, les Julien Ouellette, puis tout ça, les Michel Pilon. Puis on met la montagne toute belle. Puis on était content parce que le tour du lac Simon prenait les inscriptions, tout ça, tu sais. Puis une semaine avant l'événement, pas un chat d'inscrits, là, tu sais. Fait que là, la veille de l'événement, nous autres, la montagne est belle, là, on est prêts, pas un chat. Et là, on avait eu un gros down, tu sais. On avait mis la montagne, on avait fait des sentiers, puis tout ça, tu sais. Puis ça avait pas marché à ce moment-là. Mais on s'est craché dans les mains, puis le conseil à ce moment-là, tout ça, tu sais. Puis on avait continué à développer nos sentiers, puis c'est venu finalement, de bouche à oreille, les gens venaient, ils essayaient les sentiers, puis ben ils se disaient, crime, c'est le fun comme montagne, tu sais. Puis c'est vrai qu'elle est belle. Puis, fait que c'est ça. Et là, à cette heure, on a ajouté à la montagne, je pense, à la tour d'observation, le chargé de projet, David Massé, tu sais, il avait proposé ça. C'est beau, là. Tu sais, je veux dire, t'arrives là, puis c'est magnifique comme point de vue, mais ça donne une raison aux gens de venir marcher, de venir faire de la raquette. Puis, ben, pour moi, en tout cas, tu sais, le fat bike à l'hiver, puis le vélo de montagne, on a développé des sentiers là qui maintenant attirent les gens. Quand on fait le Bike Fest à Ripon, je veux dire, les gens viennent, c'est plein. C'est pas parfait. Il manque à Ripon un sentier un petit peu comme on trouverait, par exemple, pour ceux qui connaissent le lac Sainte-Marie, là, le mont Sainte-Marie, un sentier là qui aurait des plus longs vallons, là, si tu veux, là, un sentier en épingle pour monter plus facilement cette montagne-là, parce que dans l'état actuel des choses, c'est difficile à monter cette montagne-là, puis il y a un dénivelé très pentu. Mais on n'est pas à grand-chose. Puis, tu sais, Louis-Philippe Sommeur de Ripon, qui a parti sa petite shop Traction Nation, puis qui fait des trails. Ben, Louis-Philippe, là, avec les gens autour de lui, ben, ils vont finir par développer ce genre de sentier-là qui va faire en sorte que c'est le lien manquant, je trouve, en tout cas, pour que cette montagne-là s'inscrive dans les belles places au Québec où arrêter de faire du vélo. Qu'est-ce qui fait que la montagne, par exemple, est particulière? Moi, je ne suis pas un connaisseur de vélo de montagne, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est particulière pour justement l'adaptation de track et tout ça?
Ben, c'est le dénivelé. Tu sais, le dénivelé permet de faire beaucoup de choses parce que maintenant, le vélo de montagne, ça s'est raffiné avec le temps. Et je prends encore l'exemple du Mont-Sainte-Marie parce qu'ils ont un petit peu de longueur d'avance sur nous autres, je trouve. C'est que avec le dénivelé, tu es capable de construire des sentiers qui vont offrir la possibilité de faire du flow qu'on appelle, donc des longs bancs, là, des creux, si tu veux, là, puis en serpentin. C'est super le fun de faire ça. Et on a la montagne qu'il faut puis le dénivelé qu'il faut pour le faire. Mais on peut aussi faire des sentiers qui vont être un petit peu plus abrupts puis qui vont plaire aux gens qui ont plus d'expérience puis qui aiment, si on veut, ce genre de défi-là, technique et tout ça. On peut faire les deux dans cette montagne-là. Et il faut le dire aussi, c'est que dans le secteur du bas, ben, tu as aussi des endroits qui sont un petit peu moins pentus puis qui vont être plus familiaux. Et ça, c'est important. On est chanceux dans Petite Nation parce qu'on l'a à Montagne-Noire, on l'a à Montebello. Montebello, la gang je suis impliqué là aussi à titre de bénévole avec Montebello Vélo de montagne depuis 2-3 ans, depuis que ça a commencé, en fait. Puis, en créant ça, on fait un pôle. On fait un pôle où les gens partent, par exemple, je ne sais pas, moi, tu pars t'habites sur la Rive-Sud, puis tu dis, m'aller rouler à Montebello ou à Vélo ou à Ripon. Puis là, ben en plus, tu vas à Montpellier maintenant, puis tu as Air Vélo qui est là-bas aussi. Et là, tu dis, ben là, on commence à avoir quelque chose qui est le fun. Puis cette année, ben j'ai commencé à rouler à Montpellier aussi. Fait que là, ben du nord au sud, on a comme un bel axe qui va nous permettre de commencer, par exemple, une ride à Montebello, vélo de montagne, monter Ripon, puis après ça, monter Montpellier, puis mettons, tu viens coucher ici 2 soirs, vendredi, puis un samedi, tu vas avoir du beau vélo de montagne, bien diversifié, puis ça va être vraiment, vraiment bien là, de cette expérience-là. Fait que je suis content qu'on développe ça dans Petite Nation. Puis moi, je pense qu'à terme, là, on va devenir un pôle vraiment attractif pour le vélo de montagne. Puis ça, ben, c'est grâce aux gens qui ont piloté et qui se sont impliqués là-dedans. Puis ben, moi, je suis content de dire qu'à Montebello puis à Ripon, j'ai donné beaucoup, beaucoup de jus. Puis je pense à Yvan Massy à Montpellier avec sa gang. Ils font des merveilles aussi. Je veux dire, ça, c'est le fun. Puis je vais toujours faire la promotion de ça. Puis je le fais un peu partout dans le Québec. Je roule beaucoup dans le Québec. Puis souvent, ben, je le dis aux gens, tu sais, je le dis, ben, c'est ça, être un gilet des montagnes noires de Ripon, c'est quoi ça? Ben là, je leur dis un peu qu'est-ce qu'on a chez nous, puis quel genre de ride ils vont avoir, tu sais, puis c'est comme ça qu'on passe le mot, puis il y a de plus en plus de monde qui viennent. J'imagine que le fait d'avoir un réseau comme ça, puis qu'ils partent à Montebello, si on veut, ça aide à amener les gens de l'extérieur à Montréal, tout ça, parce qu'ils connaissent Montebello aussi pour les attraits touristiques, etc. Ben oui, Montebello, ça a beaucoup aidé. L'accueil de Montebello Vélo de montagne étant au château Montebello, ben tu sais, c'est une belle porte d'entrée. Puis tu sais, le Montebello Vélo de montagne, on bâtit un réseau, mais il y avait un historique là. Quand je suis arrivé dans le coin, je me souviens, tu sais, mettons, je jouais au hockey avec Charles Kennel, tu sais, puis Charles, un moment donné, il me disait, écoute, il y avait des sentiers là-dedans, puis en arrière de la cabane en bois rond, on allait rouler là. Puis moi aussi, j'ai roulé là un petit peu, mais je connaissais pas tant que ça le réseau à Montebello. Puis c'est sûr que quand on a passé l'autoroute 50, ce réseau-là, il a été comme un peu coupé en deux. Puis maintenant, ça a été réhabilité, ça. Mais, tu sais, je pense justement, là, Sylvain Bourgeois, Alex Martel, puis tous les autres bénévoles qui étaient là, Ben Corbeil, tu sais, ces gens-là, moi, je suis rentré dans ce projet-là à Montebello, ben, sont aussi allés trouver ceux qui animaient la scène du vélo de montagne à la fin des années 80, début des années 90. Fait que quand tu vas rouler à Montebello, tu vois la championnat 88, ben, c'est vrai que Montebello avait accueilli à ce moment-là ce qui était comme une petite Coupe Québec, puis il était vraiment dans les premiers à faire ça. Parce qu'en 88, tu es au balbutiement du vélo de montagne au Québec, puis ils l'ont refait en 2001, puis le RAID ça s'appelle la RAID 2001, par exemple. Fait que, tu sais, c'est important, ça, tu sais, c'est intéressant. Puis il faut le souligner. Fait que Montebello s'est installé aussi depuis le temps comme un pôle attractif pour le vélo de montagne et pour le fat bike aussi, des très belles pistes d'hiver.
Super intéressant. Tu es devenu un ambassadeur pour la région, malgré que tu ne sois pas natif, mettons, de Pétionville. Tu es devenu un pas mal bon ambassadeur, à ce qu'on peut voir. Puis c'est bien parce que ça en prend des gens qui viennent s'établir ici, justement, puis Oui. qui s'imprègnent de justement cette culture-là qu'on a dans la petite nation, qui est assez particulière, culturelle aussi. Donc, bravo, chapeau. Je reviens un petit peu au texte d'opinion, puis à Oui. tout ce que tu fais à la radio, tout ça. Est-ce qu'il y a des jours que tu te réveilles et tu fais comme aujourd'hui, j'en ai pas d'opinion. Ça me tente juste pas de dévaler ce que moi je pense sur tel ou tel sujet. Ça arrive-tu, ça? Ça arrive souvent. Puis à un moment donné, c'est ce qui s'est passé aussi. J'ai fait des bouts de radio avec. J'ai eu une chronique avec Richard Martineau, qui est probablement à l'époque à la radio. Puis c'est probablement un des plus importants opineurs, si tu veux, là, au Québec. Puis t'arrives à un bout à un moment donné où tu te dis, ben, j'ai eu une grosse réflexion par rapport à ça. Dans mon cas, c'est venu quand il y a eu l'espèce de dossier là, du mot en haine à l'Université d'Ottawa. Mm-hmm. Moi, je viens de l'Université d'Ottawa, j'ai fait bac, maîtrise là-bas, tout ça, toute ma scolarité jusqu'au doctorat là-bas. Puis j'ai pas fait un doctorat, par contre, j'ai arrêté, j'étais rendu là. Puis mais c'est ça, tu sais, cette controverse-là, je l'ai sentie puis je l'ai vécue d'une telle façon que je me reconnaissais plus dans mon, comme on dit, dans mon alma mater, là, mon université d'attache. Je me reconnaissais plus. Puis on parlait souvent de ça, puis là, j'essayais d'en parler, puis à un moment donné, je trouvais plus les mots pour en parler. Mais sur ça, mais sur plein d'affaires. Puis fait que j'ai eu une grosse remise en question. Puis à un moment donné, j'ai pris un break d'1 an et demi où j'ai pas fait de radio du tout, j'ai arrêté. Ouais, c'est ça. Plus qu'1 an, en tout cas. Puis je me suis dit, je prends un break de tout, puis je vais voir. Puis là, ben, je trouve que le petit créneau culturel que je fais en ce moment, c'est parfait. J'adore ça, puis on fait de la culture, on fait société et culture, là. Tu sais, puis c'est ça, je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai que des fois, j'en ai pas d'opinion sur où il y a certaines affaires, ça te tente pas d'en parler, mais c'est le dossier du jour, puis il faudrait que tu te prononces, puis ben peut-être que dans le fond, t'as pas le goût, tu sais, t'as pas le goût de parler de ce qui se passe à COP27 parce que tu te dis, ben sais-tu quoi, je suis un peu embrouillé dans ma tête, puis il faudrait que je lise plus, puis faire de l'opinion comme mon chum Martineau, par exemple, où tu sais, je le vois aller des fois, puis je me dis, mais c'est incroyable, tu sais, que ce soit Martineau, Lagacé ou tous ceux qui font ça. Je veux dire, moi, je trouve que c'est titanesque ce qu'ils font parce que moi, des fois, je suis au bout de ça. Je l'ai pas, ça, dans moi, tu sais. J'ai besoin de plus de temps pour me faire une opinion sur certains dossiers que là, tu sais, c'est une machine à saucisses, il faut quand même le dire, là, cette affaire-là, il faut qu'elle soit nourrie tout le temps. Ben, moi, j'en ai pas assez de saucisses à mettre là-dedans. C'est ça. Puis dans le fond, derrière l'opinion se cache une recherche, une connaissance du sujet. Tu sais, tu peux pas juste arriver puis donner ton opinion juste comme ça non plus. Tu sais. Ouais. Steve, tu es un grand amateur de sport aussi. Est-ce qu'un jour on pourrait te voir, tu sais, comme un débatteur dans une émission de sport? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Écoute, je ne sais pas ce que je ferais. Là. Regarde en arrière, là, on voit la Coupe du Monde qui joue. Tu vois, ça, c'est un bon dossier parce que je ne savais pas, tu sais, à un moment donné, Sophie Durocher m'avait demandé dans un de nos enregistrements, tu vas-tu boycotter la Coupe du Monde? Tu sais, quand j'étais plus jeune, puis tu sais, je regardais ça, mettons, moi j'ai joué mon hockey mineur, mettons, à Tombe 2A, puis oui 2A, tout ça. Moi, j'ai joué ça à Hull-Elmer, j'étais pas à Gatineau. Mais la gang de la Petite Nation, il y en avait une couple qui descendait jouer leur 2A à Gatineau, Buckingham, Gatineau, tout ça. Puis j'ai appris ça à un moment donné, tu sais, nous autres à Hull-Elmer l'été, avant qu'on commence à faire le hockey d'été, les gars de Gatineau, ils jouaient à la balle. Les autres, c'était ça, ils allaient jouer à la balle, tout ça. Mais Hull-Elmer, nous autres, on jouait au soccer. Mais c'était pas populaire, là. Je te parle le milieu, fin des années 80, le soccer, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Puis, je suis devenu un amateur de soccer dans ces années-là, puis j'ai joué à ça. Quand j'ai eu fini mon hockey, là, si on veut, là, le petit peu de junior, ou à l'époque, moi, j'ai pas choisi la voie du junior, là. Mais, tu sais, puis j'ai joué au soccer. Puis c'était ça, mon sport. Fait que à l'âge de 20 ans, plutôt que... Non, moi, j'ai fait ça. Puis à l'Université d'Ottawa aussi, j'ai connu le rugby. Fait que soccer-rugby, pour moi, c'était un beau... Puis c'était pas des sports qui étaient communs. Fait que j'ai été pendant une dizaine d'années sans jouer au hockey pantoute, mais je jouais au soccer, puis c'était mon sport et tout ça. Et là, ben je vois ça, tu sais, puis c'est important, ça, pour moi. Fait que boycotter la Coupe du Monde, par principe, j'aurais voulu le faire. Mais il y a des Québécois qui sont là. Il y a Sam Piette, il y a Conné qui est là. C'est des joueurs hallucinants. Il faut les appuyer. Puis j'ai le goût d'être là. Puis j'ai le goût de regarder d'autres équipes aussi
je regarde l'équipe de France, puis j'ai le goût de les voir jouer. Puis quand j'ai vu l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, j'étais sur le bout de mon siège, puis je me disais, mais c'est incroyable que ça arrive. Fait que, tu sais, ça, j'ai le goût de ça. Fait que j'aime assez le sport pour ça, mais je renie pas mes principes pour autant. Puis je vais continuer à relayer par mes réseaux des dossiers qui sont importants, desquels il faut qu'on parle. Pareil, là, tu sais, là, les dossiers des droits de l'homme, puis tout ça. À matin, l'Allemagne, ils ont décidé de pas écouter la FIFA quand c'était le temps de la photo d'équipe. Ils ont toutes mis leurs mains devant leur bouche pour dire, ben, on est muselé ici. Ouais. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais on a su ce matin que l'équipe d'Allemagne était pour poursuivre la FIFA, fait que sur leur droit de parole, tu sais, fait que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai quand même le goût d'encourager les sportifs qui sont là. Ouais, exactement. Au-delà de ce qui se passe, les polémiques, puis tout ça, il y a des sportifs qui ont performé pour se rendre là. Tu sais, après, je me souviens pas, c'est quoi, c'est 36 ans ou plus que ça? 86 la dernière fois. 86, donc c'est ça. Tu sais, il y a des athlètes là, qui sont fiers d'être là et tout. Donc, ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire par là. Écoute, où est-ce qu'on peut te suivre là, un petit peu partout, les plateformes, tout ça? Puis y a-t-il des choses qui s'en viennent pour toi qu'il ne faut pas manquer? Écoute, où est-ce qu'on peut me suivre? Moi, je vous dirais, j'ai un compte Twitter, donc S barre de soulignement E Fortin. On peut me suivre là. Je suis actif sur Twitter, je suis actif sur Facebook aussi. Même affaire, là, Steve E Fortin, on me trouve facilement. Les gens peuvent s'abonner là. Sur mes réseaux, ben j'aime que les gens me suivent, j'aime que les gens débattent avec respect. J'ai le bouton bloc facile quand je vois que les gens, peu importe que je sois d'accord avec eux ou pas dans la vraie vie sur les opinions, pour moi le respect sur les réseaux sociaux c'est très 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 important. Puis là, ben je me suis initié à Mastodon depuis une semaine et demie, 2 semaines. Je commence à explorer ça parce qu'il faut le faire. Comme j'avais commencé Twitter il y a une 13 ou je sais pas combien d'années. Ben là, je commence à regarder ça un peu. Puis pour les gens qui veulent pas d'opinion politique, mais qui veulent voir ce que je fais, par exemple, plutôt du côté artistique, sportif et tout ça, ben sur Instagram. Mon Instagram est uniquement pour justement je prends beaucoup de photos de notre région, des points de vue que je vois, des trucs que je découvre, parce que ça fait longtemps que je suis ici. Mais quand on est rentré dans le bois, puis dans certains secteurs, là, au nord de Montebello, puis qu'on faisait des pistes de fat bike l'hiver passé, j'ai découvert des points de vue de Montebello avec des enrochements, là, des parois rocheuses que je savais même pas qu'ils existaient. Mais je serais pas allé jusque-là, creux dans le bois, dans ces places-là, si à un moment donné, on n'avait pas poussé nos motoneiges jusque-là pour faire de l'exploration, puis dire, ben, hey, on va passer ici, ça va être débile, tu sais. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça, je prends beaucoup de photos de ça. Fait que sur mon Instagram, les gens pourront voir ça. Ça va me faire plaisir. Ben, allez voir ça parce que moi, je suis abonné à ta page. Puis juste pour les photos que tu as prises à partir du Belvédère, c'est à Montagne-Noire ou même à Montebello, c'est formidable. C'est des super belles photos. Puis tu as bien raison de dire que ça fait rayonner notre région parce qu'elle est belle, notre région. Puis encore une fois, je pense que, mettons que je me fais le porte-parole des gens de la petite nation. Merci de le faire. Merci de faire rayonner culturellement ou même sportivement dans notre région. C'est bien apprécié. Je suis pas mal certain que les intervenants là, qui donnent du temps, des bénévoles, tout ça, sont bien contents d'avoir toi, par exemple, avec tes followers, puis tu sais que ça rayonne un petit peu partout là, au Québec. Donc, merci, chapeau, puis continue, je te suis encore, puis je pense que les gens vont te suivre un peu partout sur tes plateformes. Merci bien gros, c'est un beau podcast. Ben merci, t'es bien gentil. Puis, ben c'est ça, le podcast va être disponible sur Facebook, sur YouTube et en audio sur Google Podcast et Balado Québec. Donc, merci Steve E. Fortin et à la prochaine. Salut, ben.